Bonsoir à tous, moi c'est Manu, la team Mon Coach Brico. Si vous aimez le tuto, n'hésitez pas à liker. Nous allons voir comment relooker un meuble. On va commencer par faire le ponçage, décapage d'un petit meuble. Matériel extérieur, ça a le gros avantage parce que comme aujourd'hui on va poncer, la poussière intérieure, évitez d'en mettre dans votre intérieur. Si vous avez un petit banc de jardin, une terrasse, mettez-vous plutôt sur l'extérieur, c'est toujours mieux. Ça vous évite de vous encombrer les voies respiratoires. Autrement, vous pouvez prendre un masque. Voilà. Donc là on va commencer avec le papier à poncer. Donc on va commencer sur les grands aplats avec la ponceuse rotative, pardon. Donc vous avez différents grains existants. Alors là moi j'ai un petit panel, hein. J'ai du grain 40, 80 et 120. Plus le numéro est petit et plus ça ponce fort. Plus le numéro est grand, plus ça ponce fin. Donc voilà, on va commencer nous avec du gros grain, du grain 40, avec la ponceuse elliptique, donc la ponceuse ronde à disque, ce qui va permettre de faire les aplats. Alors ça, on va faire uniquement les aplats. Pour tout ce qui est petit arrondi, courbe et ce genre de choses, c'est pas possible, le plateau va vous faire des aplats. Dès que vous allez le poser, il va vous faire un aplat direct partout où vous allez passer. Donc vous avez un sens de rotation du disque. Si vous allez dans le même sens que le disque va poncer gentiment. Si vous allez à contresens, vous allez creuser beaucoup plus le bois. Donc faites attention à votre sens de rotation. C'est-à-dire que mon disque tournant comme ça, je vais le poser ici. Ce qui va permettre de pouvoir descendre. Si je le fais tourner, si je le mets dans l'autre sens, il va venir racler et donc arracher. D'accord? La ponceuse le plus à plat possible. Comme je dis toujours, laissez travailler l'outil. C'est pas à vous de forcer, la machine elle est là pour faire le travail. Ça sert à rien d'appuyer dessus et d'être fatigué à la fin, parce que vous faites du mauvais travail. La machine n'est pas utilisée à bon escient, et elle abîme plus qu'elle ne vient aider. Donc vous voyez, alors le grain 40, il faut pas en abuser, parce que vous voyez, dès qu'on atteint les tranches, tout de suite, ça attaque fort fort. Donc c'est pas ce qu'on va vouloir. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever la croûte glacée qui est dessus, de façon à ce que le bois puisse absorber la peinture, voilà, l'application qu'on va vouloir faire derrière, tout simplement. Donc, pour ce plateau-là, je vais enlever le grain 40, tac, et je vais passer à un grain 80, et après je passerai à un grain 120. Donc là, je suis passé au grain 80, ça va aller pour cette surface-là. Et après, je vais repasser au grain 120, ce qui va me permettre d'avoir une surface finie avant de pouvoir attaquer le lessivage. Alors le lessivage, c'est un coup de brosse et de Saint-Marc ou de liquide vaisselle, ce genre de choses. C'est uniquement pour pouvoir dégraisser et enlever le côté gras et poussiéreux de la surface pour qu'après on puisse attaquer et appliquer une sous-couche s'il y a besoin ou couche directement de peinture. Je préfère favoriser la sous-couche. Pourquoi? Parce que la sous-couche va permettre de saturer le bois de façon à ce que la teinte qu'on va amener, la peinture notamment, elle puisse tout de suite teinter. Alors, j'ai forcé volontairement sur un des angles pour vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. C'est le but. Ne vous inquiétez pas, je le récupérerai. Et surtout pour vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, quand votre ponceuse, vous la mettez, vous pouvez la mettre complètement à plat, comme ceci, et que vous la mettez légèrement sur le bord d'une tranche, de la tranche comme ça, vous voyez ce qui se passe, le bois ici est poncé, et là, on attaque trop fort. Donc c'est justement ça que je voulais vous faire voir, je l'ai fait exprès, vous inquiétez pas. La ponceuse à plat et légèrement sur un angle, il n'y a pas grand chose, hein. Mais malheureusement, légèrement sur un angle, vous avez tendance à attaquer très très fort et très vite. Et encore, là, je suis avec un grain 120. Si j'avais un grain 40, j'aurais carrément, pas passé à travers, mais j'aurais vraiment fait on va dire une piste de skateboard, quoi, quasiment. Donc, n'hésitez pas, laissez bien votre ponceuse à plat, n'appuyez pas trop, et surtout, évitez de la lever, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour éviter de creuser le bois et d'avoir des problématiques à la suite. Parce qu'après, quand vous avez fini, que vous avez fait votre peinture, ça se verra encore plus, le fait que ça a été creusé, parce que quand vous avez posé quelque chose dessus, ça va être comme ça. Ce qu'il faut, c'est que votre surface plane reste plane et ne devienne pas en vague comme ça. Parce qu'après, ça devient très compliqué pour pouvoir poser des objets dessus ou s'en servir dans la vie de tous les jours, tout simplement. Donc moi, j'ai fini de le poncer intégralement, devant, derrière, sur les côtés.
Donc un ponçage léger, parce que là ça c'est du mélaminé, donc ça sert à rien d'aller trop profondément, autrement on creuse le bois comme je vous l'avais expliqué. Donc j'ai fait un petit ponçage intégral, surtout pour rayer la matière qui était glacée, pour que tout puisse accrocher correctement. Aujourd'hui, on va voir comment apposer la sous-couche. Ce qu'on appelle la sous-couche, c'est aussi ce que l'on appelle l'après. L'après qui se passe avant. Alors j'ai pris une sous-couche spécifique. Toc. Donc là, j'aime bien ce style de peinture. Les peintures Libéron, je sais pas si on le voit bien. La peinture Libéron, donc là j'ai pris une sous-couche spécifique pour mélaminé, PVC, verre. Alors il existe différents types de sous-couches en fonction de du meuble que vous voulez relooker. Donc, moi je vais passer de la sous-couche intégralement parce que je vais faire trois teintes de peinture différentes dessus que je vais appliquer au petit rouleau, à la pâte de lapin. Hop, je dégagerai les angles s'il y a besoin au pinceau. Et après, à la pâte de lapin, c'est-à-dire le petit rouleau, tout fin, tout léger, qui passe partout, qui permet de faire les angles. Avant ça, il y aura quand même le passage de masquage pour pouvoir faire des jonctions le plus parfaitement possible, va-t-on dire. Autre technique, alors il y a plusieurs solutions pour faire un relooking. Là, moi je pars sur un relooking peinture, mais on peut faire aussi des relookings avec du stickage, avec des nouvelles matières, apporter une plaque de métal. On peut ramener du grillage, on peut ramener plein de choses, de la tapisserie, du vinyle. Voilà, il y a énormément de matériaux qu'on peut utiliser maintenant pour pouvoir relooker un meuble et lui redonner une seconde jeunesse, surtout les mettre à votre goût, au goût du jour, réellement. Alors la sous-couche, on fait comme pour de la peinture. On mélange bien. Pourquoi? Parce que les différents produits sont à un poids différent les uns des autres. Donc il y en a qui remontent et il y en a qui descendent. Pour que ce soit bien homogène, il faut bien mélanger. Voilà, si je le passe comme ça, je sens que c'est plus lourd et plus épais au fond et plus léger sur le dessus. Alors ma sous-couche, le gros avantage, c'est que c'est une sous-couche spéciale mélaminée, donc ça va permettre à la peinture de très bien adhérer. Pourquoi je la passe à la pâte de lapin? Tout simplement parce que ça évite de voir les coups de traces de pinceau. Vous savez, les marques de poils qui sont jamais très esthétiques. L'avantage de la pâte de lapin, c'est que ça laisse pas de traces. Donc après, votre peinture, elle aura un bel aplat, bien lisse, et ce qui va permettre de faire quelque chose de tout à fait homogène. Alors, une fois que vous avez bien mélangé, que vous avez bien appliqué, bien laisser sécher, c'est pas très long, surtout à des températures comme ça. Alors si, petit conseil, là moi je me suis mis dehors pour pouvoir passer mes sous-couches, et je ferai pareil pour passer à la peinture. Seule petite chose, ne vous mettez pas en plein soleil. Et si c'est un jour où il y a du vent, ne faites pas ça dehors, faites ça à l'abri. Si je prends la petite pâte de lapin dans des angles vraiment fermés, le rouleau va pas permettre de pouvoir aller vraiment dans l'angle. Donc on le fait d'abord avec un pinceau, ce qu'on appelle un pinceau à réchampir. On prend de la sous-couche, comme on prendrait de la peinture, le même principe, et on vient d'abord faire les angles, bien rentrer à l'intérieur de l'angle, de façon à ce que la sous-couche, mais comme la peinture, puisse vraiment pénétrer. Là, vous voyez, sur le dessus, ma sous-couche est déjà sèche, donc quand même, ça va quand même très vite, faut pas se leurrer. Alors on va attendre un petit peu parce que c'est sec au toucher, mais c'est pas sec à cœur, sur la profondeur. On va attendre que ça soit complètement sec, et demain, on masquera pour pouvoir faire les premières couches de peinture, et quand ce sera sec, on enlèvera, on masquera à l'inverse pour pouvoir faire les deuxièmes couches de peinture, pour pouvoir mélanger et faire des teintes différentes. Mélanger, c'est pas mélanger, c'est mettre côte à côte, mais parfaitement jointif. Voilà. À savoir que quand vous faites les deuxièmes couches, vous pouvez par moment faire une couleur différente. Ça, c'est des petites astuces qui existent aussi. Notamment, je vais vous donner un exemple, le rouge des camions de pompiers, qui est un rouge très vif, très fort. On ne le trouve pas en peinture. Impossible, c'est comme le rouge Ferrari, ça ne se trouve pas. Pourquoi? Tout simplement pour que ce rouge soit aussi éclatant que ça, ils ont une ruse. Une petite astuce. Le camion de pompier, il est d'abord peint entièrement en jaune. Et une fois qu'il a été peint en jaune, il le peigne en rouge. Et du coup, le jaune fait ressortir le rouge et le rend éclatant. C'est pour ça que le rouge pompier est si particulier. C'est que c'est d'abord une couche de jaune et après une couche de rouge. Donc n'hésitez pas à nous partager vos astuces. C'est toujours agréable et puis on en apprend tous les jours, hein. Moi le premier. Voilà, donc moi je continuerai ça tout à l'heure. On le passe à la mise en couleur. Donc moi j'ai commencé à bomber les deux couches sur les deux fonds intérieurs, on le voit, et les tranches, donc qui sont là.
Donc par contre, je n'ai pas masqué pour l'instant, je ne masquerai que quand je vais venir passer l'autre couleur qui va venir en jointure. D'accord? J'ai décidé de faire argenté au fond, argenté ici aussi, argenté donc le tiroir intégralement et sur la face avant. Donc il existe une multitude de boutons comme ça, des petits nounours, des petits boutons en céramique, noirs comme ça. Tout le reste du meuble va être en noir, noir que de pie. Donc tout le reste du meuble va être en noir, sauf les 3 aplats qui vont être là. Donc ça va être mauve. Voilà, on va essayer d'associer les couleurs. Comme je vous le disais hier soir, pas plus de 3 couleurs sur un meuble. Enfin, vous pouvez faire plus, mais après ça a tendance à faire un peu harlequin, ça part un peu dans tous les sens. 3 couleurs, c'est bien, c'est à peu près équilibré. Et à la fin, au petit pinceau, je ferai le petit liseré qui est en bas, lui, je le ferai en mauve, pour faire le petit rappel. Ou en argenté, après ce sera à ma convenance, au moment où j'en serai arrivé là. D'accord? Alors on va commencer par faire la partie noire. Avant de le mélanger, je vais faire quelque chose d'intelligent. Vous savez ce que c'est? De la bande cache ou du ruban de masquage, c'est la même chose. Donc ça, comme j'ai fait mon petit liseré en haut argenté et qu'il est sec, je vais pouvoir le masquer pour pouvoir faire mon aplat en noir, et quand j'enlèverai mon ruban de masquage, j'aurai une finition parfaite. Et voilà. Alors là, chose importante, on replie, je ne sais pas si vous voyez, on replie le bout de la dernière partie pour pouvoir, quand s'il y a de la peinture dessus, pour pouvoir l'attraper et pouvoir le décoller facilement. Mélanger mon ordre que de pie. Alors la peinture n'aime pas le soleil, mais la peinture n'aime pas non plus le vent. 20-30 cm, pas plus près, et je vais venir déposer un petit voile. Alors, le gros avantage des bombes, de la pulvérisation, parce que c'est pas bombe en particulier, hein, ça a plusieurs avantages. C'est que ça vous permet d'avoir des couleurs vraiment brillantes. Et en plus, quand vous avez des meubles avec des, vous savez, des petites enluminures comme ça, les petites arabesques qui sont super dures à avoir au pinceau quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on voit toujours les coups de pinceau et c'est pas beau. La bombe, elle, vient se déposer, donc il n'y a aucune trace. C'est le gros avantage. Donc je passe ma petite couche légère sur les 4 faces de ma façade. Je vais attendre 5-10 minutes et je pourrai repasser ma deuxième couche. Mais par contre, pour chez soi, une petite bombe de peinture, ça coûte pas bien cher. Pour même pas 10 €, 7-8 €, et ça vous permet d'avoir des brillants vraiment exceptionnels, qui sont très sympas, c'est facile à appliquer, et pour relooker ou faire de la déco, c'est top. Alors, des personnes me demandent, est-ce que ça sert à quelque chose de peindre l'intérieur du meuble? Alors l'intérieur, ça se discute, le dessous, ça se discute pas, c'est non. Ça n'a aucun intérêt, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais. Alors, je continue à mettre mon petit coup de bombe. Alors préférez vous tourner autour de l'objet à peindre plutôt que de le faire tourner sur lui-même et que de retourner la bombe, parce que vous allez avoir des demi-pulvérisations. Les problèmes de demi-pulvérisation, c'est que ça va vous faire des parties foncées, des parties claires. C'est pas beau. Alors c'est pas très écologique, ça je le confirme. Moi je suis pas fan de la pulvérisation parce que c'est pas très écologique. Par contre, quand on veut des rendus de teintes brillantes, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Voilà, mon tiroir commence à avoir un tout autre look. Qu'en pensez-vous? Donc voilà, et donc là je vais pouvoir, alors je vais pas le faire ce soir, mais je vais vous laisser imaginer, finir mon noir. Et après, je vais pouvoir faire mes 3 aplats en mauve. Et je pense que pour une chambre, une salle de jeu, pour une petite fille, ça peut être sympa, non? Qu'en pensez-vous? Je vais juste vous faire voir rapidement si, quand je vous parlais de deuxième couche, vous voyez là comme il fait chaud aujourd'hui, ça sèche très vite. Si je prends juste un petit coup, comme ça, juste vous faire voir l'intensité que ça va prendre.
Je vais le faire après quand même. Ça serait sympa. Alors, est-ce qu'il est pas beau ce noir queue de pie? Vous voyez la première couche? C'est pas très joli. Et la deuxième couche tout de suite. C'est-à-dire qu'on a donné la teinte à la première couche, on voit que ça va être noir. Et la deuxième couche, on donne la profondeur, le volume. Et quand c'est sec, ça devient entre le mat et le brillant. C'est mat et brillant en même temps. C'est toute la particularité de ce noir queue de pie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le relooking de meubles. Donc voilà le résultat du petit meuble que j'ai fini. Donc voilà. Donc là vous avez le noir queue de pie, l'argenté, le petit nounours qui était marron avec le petit nœud bleu, je l'ai bombé avec une bombe de peinture noire. Le tiroir qui a été entièrement repeint en argenté. Les fonds et les côtés ont été faits en argenté. Et les aplats ont été faits en mauve avec des paillettes parce que c'est pour une petite fille. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des paillettes à tous les étages. Et pareil à l'intérieur ici. Et les petits rappels, quand on fait de la déco, les petits rappels, c'est toujours important. C'est ce qu'on appelle les détails. Donc la tranche ici argentée avec le noir sur le côté. Donc le ruban de masquage a bien fait son travail. Pareil pour le petit tiroir. Et la petite touche personnelle, c'est le petit liseré en bas argenté qui fait que ça finit quand même pas trop mal le petit meuble. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à ciao les petits clous.